Je vous demande d'accueillir Samuel Tamagno, le président France Africa Middle East Philips, à monter sur scène. Merci Fabrice. Et merci Fabrice de nous avoir fait un peu rêver. Ça va être difficile de revenir à la réalité. C'est vrai. Alors justement, cette réalité, on va parler un petit peu de méthode, ou plutôt du cadre de ces trophées, avant de voir comment ça s'est passé dans les coulisses. Un petit mot justement du règlement, comment on peut postuler pour être parmi les candidats. Oui, tout à fait Fabrice. En fait, il y a deux prix, il y a un même jury, mais effectivement, il y a des conditions un petit peu différentes. Alors, je vais parler d'abord du prix du jeune financier, qui est un prix qui en fait remet donc le prix du jeune financier à un certain nombre de critères, notamment un critère d'âge, puisque c'est moins de 39 ans. Il faut avoir mené à bien un projet, une transformation ou une croissance externe, plutôt une équipe, travailler plutôt dans un environnement international et manager une équipe. Donc c'est un appel à candidature et c'est notre structure Middle Market Fight qui a géré cet appel à candidature. Nous avons reçu plus de 10 dossiers et nous avons sélectionné 3 dossiers qui ont été présentés par les étudiants de Dauphine au jury et nos 3 lauréats ont passé 20 à 30 minutes en compagnie du jury sur un jeu de présentation et de questions-réponses. Voilà, ils vont pitcher dans quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe pour le trophée du directeur financier ? Alors, le prix du directeur financier, là, nous avons repris notre casquette de cabinet de chasse, puisque nous avons approché des directeurs et des directrices financières de groupes cotés, principalement. Donc, les critères, c'est minimum 3 ans d'expérience dans la fonction, dans un groupe coté, dans un environnement international. Et on leur a demandé de travailler beaucoup, puisque le dossier est assez conséquent et que ça répond à un certain nombre de critères. C'est d'une part la stratégie d'entreprise, la performance financière de l'entreprise, bien évidemment, tout un environnement aussi, un écosystème autour du développement RH des collaborateurs et des collaboratrices de ces entreprises. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui tourne autour du développement durable. Les candidats ont été présentés au jury, qui a présélectionné 3 candidats que nous allons voir ce soir. Et ça a donné lieu, comme toujours d'ailleurs, à des débats plutôt enflammés. Justement, alors on va rentrer un petit peu dans les coulisses de ces auditions. Et je vous propose de regarder justement ce qui s'est passé. C'était il y a environ 2 mois. La première question sera donc que vous apporte le fait d'être parmi ces éminents membres du jury pour décerner donc ce trophée du directeur financier. Moi, ça fait pas tout à fait 20 ans que je participe à ce jury. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un regard qui est assez différent en fait sur notre profession de financier de celui que l'on pouvait avoir à l'époque, notamment dans le cadre de ce business partner que vous évoquez. Et l'autre point que je voudrais mentionner, c'est le fait que, au fond, chaque année, à l'issue du processus de sélection, qui, il faut le rappeler, quand même un processus assez contraignant, assez rigoureux, on part d'une liste beaucoup plus longue, qu'on réduit progressivement et on auditionne lors de notre dernière réunion que vraiment les meilleurs de cette liste initiale. Et donc chaque fois, on a des candidats de très grande valeur qui ont fait beaucoup de choses pour leur entreprise. Et à chaque fois, on pourrait se dire, mais au fond, une fois qu'on a vu cela, les gens ne bougent pas tous les ans, est-ce qu'on va réussir à trouver l'année prochaine à nouveau des candidats de grande qualité ? Et ce qui est extraordinairement encourageant et rafraîchissant, c'est que tous les ans, effectivement, on découvre de nouveaux candidats de très grande qualité qui ont fait des choses remarquables pour leur entreprise et qui ont un parcours qui mérite, qui justifie pleinement leur présence ici ce soir. Justement, votre avis et surtout, peut-être on peut revenir déjà sur cette année qui s'est déroulée pour vous. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir eu ce trophée l'an dernier ? Il y a eu beaucoup de fierté des équipes, je dois reconnaître. Donc ça fait partie des grandes beautés de ce prix, c'est effectivement connaître la profession, échanger avec des pairs. Il y a quand même un côté grande reconnaissance du prix, notamment pour les équipes qui
groupe Elis ont beaucoup travaillé ces dernières années pour transformer le groupe qui a triplé de taille en très peu de temps. Et donc voilà, c'est la réussite de l'équipe qui est récompensée et qui permet de continuer à avancer dans ce chemin parce que le travail était reconnu par les pairs et donc on est sur la bonne route. Donc je pense que ça fait partie des grands mérites de ce prix. Alors avec effectivement le retour d'expérience par ailleurs à la fois du jury et des pairs sur telle expérience, telle façon de faire, on parlait process, on parlait business partner, c'est tout ça le prix en fait. Et voilà, donc à quelques minutes de ce dîner de délibération, on va laisser le mot de conclusion au président Bruno Dellegue. Ce que je voudrais dire, c'est que ce trophée a donc 20 ans, et qu'il a été fondé par Jean-Pierre Lille, un éminent adhérent de la DFCG. Je trouve que la qualité des membres de ce jury est extraordinaire. Il y a une forte bienveillance, une forte écoute, des points techniques, des techniciens de grand niveau. La qualité des candidats également est toujours exceptionnelle. On l'a vu encore ce soir. Et je trouve qu'il y a un dialogue très constructif entre tous. Et je pense que l'évolution de nos métiers, de plus en plus, en effet, le directeur financier devient un business partner. Ça doit devenir un communicant, un leader, ce que sont les membres de ce jury. Et je trouve que c'est des très beaux exemples pour nos adhérents et pour le directeur financier de manière générale. Donc merci à ce jury. Voilà donc les coulisses de cette, alors pas des délibérations, mais en tout cas de comment ça s'est passé. Samuel, on a vu le directeur financier, un véritable business partner de l'entreprise. Vous vouliez insister aussi sur des qualités fondamentales pour les directeurs financiers d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Ce sont ce qu'on appelle les soft skills. Les fameux soft skills ou compétences émotionnelles, si on prend le terme français. Effectivement, aujourd'hui, c'est un élément déterminant dans tout recrutement, que ce soit pour un directeur financier ou pour ses équipes. Au sein de Morgan Phillips Site, on a beaucoup travaillé il y a quelques années sur le fameux CV vidéo, qui permet de mettre en avant un certain nombre d'éléments, qui sont effectivement des éléments de comportement. Je prends juste un exemple. Quand un candidat dit qu'il parle anglais, quand vous avez une vidéo d'1 minute 30 d'un candidat qui parle parfaitement anglais, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc ça fait partie des éléments. Et inversement. Et inversement, voilà. Et inversement surtout. Effectivement, on peut tout mettre sur un papier, mais dans la vraie vie, en l'occurrence, devant une caméra, c'est un peu différent. Et puis on a investi beaucoup aussi sur un nouveau produit qui s'appelle Agility. Ça, c'est notre activité de talent consulting, où là, l'idée, c'est effectivement de percevoir l'agilité d'un candidat, à la fois dans son écosystème professionnel, bien entendu, mais aussi dans l'environnement de l'entreprise. Et effectivement, ça apporte un plus aujourd'hui en termes de recrutement. Alors, je vais pas je vais vous donner quelques exemples. Donc, effectivement, l'empathie, on parlait de l'agilité, l'ouverture d'esprit sont, je pense aujourd'hui, des critères importants et déterminants dans tout recrutement, d'autant plus que la fonction financière ne fait pas que gérer le passé. Aujourd'hui, intervient beaucoup dans le business et bien sûr dans la transformation. Et puis, il y a toujours le mix idéal qui consiste entre évidemment du savoir-faire, forcément, du savoir-être, et puis une adéquation maximale avec la culture et les valeurs de l'entreprise. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Merci Samuel pour cette présentation. On continue. Je vous demande d'accueillir tout de suite Valérie Hinault, c'est la rédactrice en chef d'Option Finance. Bienvenue. Merci. Valérie, merci d'être avec nous, rédactrice en chef d'Option Finance. Option Finance qui est partenaire de longue date de ce trophée. Absolument. D'ailleurs, je ne savais pas que je passais après Jean-Claude Trichet des champions olympiques, sinon j'aurais bien pris des petites pilules, moi aussi. Alors oui, effectivement, ça fait effectivement très longtemps qu'on accompagne le prix du directeur financier, donc on aurait peut-être nous aussi mérité une médaille, après tout la DFCG nous-mêmes, parce que ça fait 20 ans pour la DFCG, et nous, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on sponsorise très directement ce prix, sachant que comme on existe depuis une trentaine d'années, on suit ce prix de toute façon depuis ses débuts. Ce qui est intéressant de noter, d'abord, c'est 20 ans, c'est une date importante, c'est le bel âge, il y a eu beaucoup de changements en 20 ans. Moi qui suis journaliste, donc de l'extérieur, je peux voir à quel point les choses ont changé. Un des premiers changements, c'est qu'il y a un peu plus de femmes dans les directrices financières, ce qui n'était pas le cas, me semble-t-il, il y a 20 ans. On n'est pas à la parité quand même, si dans cette salle, pas encore, mais exactement. Ça progresse. Non, mais il faut encourager les efforts.
quand même. Et puis, alors oui, je disais 20 ans c'est le bel âge, mais un peu ironiquement, ça me fait penser à une phrase de Paul Nizan qui disait qu'il ne laisserait personne dire que 20 ans était le plus bel âge de la vie. Et quand on regarde ce que font les directeurs financiers maintenant, je me dis qu'il aurait pu être un peu directeur financier parce que franchement, c'est un métier, comme l'a souligné la DFCG pendant 2 jours, qui est extrêmement complexe. Franchement, enfin, encore une fois, de l'extérieur, quand on voit tout ce que vous devez faire maintenant, en dehors des fonctions traditionnelles, bien sûr, de financement, de gestion de trésorerie, de fiscalité, comptabilité, mais maintenant tout ce qu'il y a qui est lié à l'internationalisation, ça existait il y a 20 ans, mais maintenant l'enjeu est encore plus large. Et d'ailleurs, Bruno Delègue, qui a été interviewé dans Option Finance cette semaine, soulignait que les enjeux géopolitiques sont importants maintenant pour les directeurs financiers, ce qui était beaucoup moins le cas il y a 20 ans, justement. Donc l'internationalisation, les réglementations multiples et variées, françaises, européennes, internationales, la montée en puissance bien évidemment des nouvelles technologies qui vont bouleverser, qui commencent et qui vont bouleverser le métier dans les années qui viennent. Et puis à cela s'ajoute le sens, l'autre partie de la thématique de la DFCG, de Financium cette année, avec la montée en puissance, là encore, de la responsabilité sociale et environnementale, qui demandent d'autres qualifications, les nouvelles générations à gérer, ce qui n'est pas toujours facile. La gestion des talents, on en parlait, voilà. Effectivement. Et tout ça, eh bien, on le retrouve à travers les profils des directeurs financiers, d'une année sur l'autre, mais plus peut-être spécifiquement encore cette année, je trouve, parce qu'on voit bien dans les 3 personnalités qui ont été interviewées, Judith Hartmann chez Engie, Marc Rolland chez Sodexo et Patrick Bataillard chez Edenred, que tous partagent bien sûr l'idée qu'il faut faire de la performance, notamment quand on est une société cotée, c'est le minimum, mais qu'il faut aussi s'appuyer sur, enfin, savoir d'abord gérer les aléas de la vie de l'entreprise, parce qu'il y a des moments où ça va bien, puis des moments où ça va moins bien, des moments où il faut changer de stratégie ou la modifier, il faut faire passer les messages aux actionnaires, mais aussi à l'interne. Et puis il faut aussi gérer pendant ce temps-là ce besoin de sens, c'est-à-dire ce besoin de motivation des équipes, à l'interne aussi, ces nouveaux enjeux dont on parlait, la RSE dont s'occupent de plus en plus les directeurs financiers, donc ça leur rajoute encore une tâche. Alors tout ça, ce sont bien sûr à la fois des contraintes, mais aussi des opportunités très intéressantes. Et donc je pense que Paul Nizan serait peut-être quand même directeur financier à la fin des fins. Et puis je crois aussi un des enjeux majeurs, c'est de se projeter, et de faire en sorte que ces nouvelles technologies qui sont si prégnantes maintenant dans la vie de la fonction finance, eh bien, n'obèrent pas, bien sûr, l'humain. Et nul doute que dans 20 ans, ce ne sera pas un petit robot qui se verra décerner un prix du directeur financier, mais ce sera toujours une femme ou un homme. Voilà, en chair en os. Merci Valérie Hinault, et on vous retrouve bien sûr Option Finance spéciale Financium cette semaine. Je garde le micro. Allez, il est temps maintenant de passer au prix et au pitch. On va tout d'abord, pour présenter ce prix, je vous demande d'accueillir Nicolas Berland, c'est le directeur du programme EMBA de Dauphine. Nicolas. Bonsoir. Alors, Nicolas, j'ai une question pour vous. Quand on dit jeunes financiers, je ne sais pas si nos candidats en ont rêvé quand ils étaient tout petits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, les jeunes, est-ce qu'ils aspirent toujours à faire les métiers de la finance, et en particulier ce poste de directeur administratif et financier, maintenant on dit plutôt directeur financier. Oui, alors je vais peut-être surprendre un petit peu parce qu'on est tous persuadés que c'est le plus beau métier du monde, et en tout cas moi pour l'enseigner j'y adhère complètement, mais parfois on souffre un peu des déficits d'image, donc on a besoin de travailler, on a une concurrence. Alors c'est bien la concurrence ça pousse en dehors de ses limites, et ça c'est formidable, mais c'est vrai que parfois on est concurrencé par certaines activités de marché, on est concurrencé par des métiers qui sont plus porteurs de sens autour de la RSE, du développement durable, ils veulent sauver la planète, et puis les startups bien évidemment, on a eu 3 beaux exemples tout à l'heure de gens qui sont inspirants, et donc on est face à une véritable guerre des talents en fait pour attirer les meilleurs chez nous. Et on n'est pas tout à fait au niveau parce qu'on attire des bons, on attire des très bons, mais on n'en attire pas assez. On est sur un métier qui est en tension et on a besoin d'attirer plus de jeunes pour satisfaire les besoins des entreprises. Alors pour l'instant c'est bien pour les jeunes parce qu'ils peuvent négocier leur rémunération à la hausse, donc ça c'est très bien pour eux. Mais je pense qu'on pourra encore faire mieux.
Faire mieux, oui, on va voir. En tout cas, c'est vrai qu'on voit en plus que peut-être pas les millennials, il y en a maintenant évidemment qui postulent, mais on a l'impression effectivement que ça va de plus en plus vite. Il y a beaucoup de choix, effectivement. Il y a pratiquement pas de chômage, il faut le répéter, il faut le dire, pour les cadres. Juste un chiffre, nos experts comptables sont recrutés 18 mois avant la sortie de l'école. 18 mois avant la sortie de l'école, ils ont leur première proposition d'embauche par des cabinets. Ça te donne une idée de la tension en fait, qui existe sur le marché. Et pourtant, voilà, il faut faire l'effort d'aller, vous tous peut-être, trouver les talents de demain. Comment, vous, à Dauphine, avec la DFCG, vous travaillez pour justement susciter ces vocations? Quelles sont les actions mises en œuvre? On a un certain nombre d'actions, mais je vais plutôt parler des actions de la DFCG. Moi, je suis membre de la DFCG depuis une vingtaine d'années maintenant, et j'ai vu le paysage changer. C'est à mettre au crédit des présidents de l'association que d'efforts, que de chemin parcouru en fait pour attirer les jeunes. Et il y a plein d'actions qui ont été lancées. Je ne vais pas toutes les citer, ce serait beaucoup trop long. Il y a la fondation, par exemple, qui œuvre pour attirer les talents en remettant des bourses, en finançant des recherches. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Il y a des managements de compétences en fait qui sont faits. Il y a un groupe qui s'appelle DFCG étudiante, qui est présidé par Marie-Hélène Marot en fait, et qui participe à plein d'activités. Alors la DFCG envoie certains de ses membres faire cours dans des institutions. À Dauphine, on a le plaisir d'avoir Daniel Becqueroët qui est dans la salle, je crois, qui vient faire chez nous. Mais voilà, vous allez le retrouver dans toutes les business schools et les universités de France. J'étais à Poitiers pendant un moment, on avait des représentants de la DFCG qui venaient, et ça c'est véritablement important. On participe aussi à un prix de mémoire qui a été lancé il y a quelques années. C'est une façon de célébrer les très belles réalisations de ces étudiants qui font des travaux remarquables. La prochaine édition sera au printemps. Donc je vous invite nombreux à venir les écouter, présenter. C'est des juniors peut-être de demain en fait, sur le prix du jeune financier, de venir voir leurs travaux. C'est assez aspirant aussi. Et puis les jeunes, ils ont participé aussi à ce prix, et à leur façon, ils ont sélectionné effectivement les différents candidats qu'on va voir ce soir. Exactement, le prix du jeune financier n'en est pas à sa première expérience, mais comme le soulignait Samuel tout à l'heure, pour la première fois, on a eu des jeunes qui ont participé à l'élaboration du choix, des montages des dossiers en fait. Alors le choix final est resté entre les mains des professionnels, mais ils ont participé au choix des dossiers. Et je peux vous dire que la façon dont ils m'ont retourné en fait cette expérience, c'était waouh, c'était vraiment très inspirant. Alors à la fois pour les 3 jeunes directeurs financiers qui vont être célébrés ce soir, parce que la distance entre eux et les 3 qui vont être présentés ce soir est pas très loin, et donc ils arrivent facilement à se projeter. Et puis sur les 3 directeurs financiers, ils m'ont dit c'est quand même ça en fait le fin du fin en fait, quelle vision stratégique, quelle mise en perspective. Donc sur le prix de l'enthousiasme en fait, c'est un peu l'école des fans, vous avez tous gagné, donc félicitations parce que vraiment vous les avez inspirés, ça a été assez remarquable. Je pourrais peut-être monter à l'échelle et essayer de faire partager ça à d'autres en fait, parce que vraiment là c'était exemplaire et on a pu bénéficier d'une perspective de carrière absolument exceptionnelle. Allez, il est temps justement de les écouter pitcher. Je vous demande d'accueillir nos 3 candidats pour le prix du jeune financier. Kevin Barrois, montez, rejoignez-nous. Brice Fournet et Francis Saillard. Alors messieurs, installez-vous. Kevin, c'est très bien, vous avez le micro puisqu'on a choisi, et c'est le drame de votre vie, vous êtes en B, oui, et comme on est en ordre alphabétique, c'est vous qui avez le... Il y en a 2, c'est Kevin et Barrois. Ouais. C'est pas toujours évident, comme le disait tout à l'heure, de s'appeler Kevin, mais bon, c'est comme ça. Allez, mettez-vous bien sur le devant de la scène. Alors le temps nous est compté, évidemment, puisqu'on a un autre prix à remettre. On a donc décidé de faire ça sous forme de pitch. L'idée, c'est présenter rapidement votre entreprise, le projet qui vous a occupé, et ensuite ce que vous en avez retiré. Vous avez, Kevin, 3 minutes. Bon. Merci, bonsoir à tous. Déjà, je voulais vous remercier d'être présents ce soir. Je voulais remercier la DFCG pour l'organisation, parce que ça nous permet d'avoir quand même... c'est un vecteur de communication qui est extraordinaire pour nous, pour des sociétés intermédiaires comme les nôtres. Alors, donc, Kevin Barrois, je suis le DAF du groupe N3C depuis 2013. N3C, donc, c'est un groupe qui est aujourd'hui premier indépendant au nord de Paris dans les métiers de la réfrigération et du génie climatique, donc des applications commerciales ou industrielles. Pour la faire courte, c'est aujourd'hui près de 200 collaborateurs avec un chiffre d'affaires à la fin d'année qui va atteindre les 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on reste quand même sur une taille de TI aujourd'hui, mais avec une grosse croissance parce que depuis 2013, c'est 235% de croissance. Donc externe plus organique, mais 235% de croissance.
Ces 235% de croissance, ça fait écho à aujourd'hui du coup un enjeu qui était donc l'accompagnement de cette croissance. Donc à deux titres. Le premier, la croissance externe. Donc il faut bien trouver un peu de cash, même si on le disait tout à l'heure avec Monsieur Trichet, qu'il y avait des taux d'intérêt négatifs et que donc le cash était beaucoup plus facile à aller chercher. C'est quand même un enjeu aujourd'hui majeur, surtout de trouver les bons partenaires pour un accompagnement au moyen-long terme. Le deuxième enjeu, forcément, dans le cas d'une croissance organique, c'est la maîtrise du BFR. Donc c'est se structurer pour accompagner le BFR et faire perdurer les choses. Il y a un deuxième enjeu qui me tient vraiment à cœur, c'est le côté environnemental. Notre préoccupation environnementale aujourd'hui, elle n'est pas juste sur les fonctions support, elle n'est pas juste à penser à mettre des véhicules électriques, elle est au cœur de notre stratégie et au cœur de notre business. C'est-à-dire qu'on est un peu drivé aussi par des réglementations européennes, type F-Gaz, qui nous amènent et qui nous conduit aujourd'hui à réfléchir notre business model sur du vert. Donc on est en phase de développement sur un remplacement des fluides dits polluants dans nos installations avec des fluides plutôt dits naturels, type CO2, etc. Donc voilà, si je devais du coup partager aussi un ressenti, c'est que je suis relativement jeune, j'ai 30 ans, donc j'ai pris mes fonctions de DAF quand j'avais 26 ans. Donc j'ai occupé un poste quand on a normalement l'âge d'être assistant, voire l'assistant du DAF. Ça a été très intéressant. Et donc il y a Nicolas Bourgois, qui est le PDG du groupe, qui est dans la salle ce soir, et je voudrais le remercier pour sa confiance, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, je vois le compteur qui tourne, il me reste 15 secondes. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, personnellement, justement, de cette expérience finalement, pratiquement au sortir de l'école, de vos études? Je suis passé donc par le cabinet. Après, donc c'était réellement mon premier poste. Et en fait, finalement, j'ai grandi avec l'entreprise. Je me reconnais aujourd'hui dans les valeurs, dans ce qu'on véhicule, dans le côté humain. Et c'est un plaisir le matin de me lever pour aller au bureau. Merci Kevin. Kevin Barrois, directeur administratif et financier du groupe N3C. Brice Fournet, même tempo. Même tempo. 3 minutes. Vous êtes le directeur financier d'Aegide. Absolument. Bonsoir à tous. Donc, Aegide et particulièrement sa filiale Domitis, on a un groupe qui conçoit, développe et exploite des résidences services seniors pour personnes âgées autonomes, 75 ans et plus, non médicalisées. On a aujourd'hui une centaine de résidences en France et à l'étranger, principalement en France aujourd'hui. On est le premier opérateur du marché avec à peu près 20% de part de marché. Et je suis le directeur financier de cette entreprise que j'ai rejoint en 2013. Le projet que j'ai présenté dans le cadre de ce prix, c'est finalement un projet de transformation lié à l'évolution de la taille du groupe. On est passé en quelques années d'un groupe qui faisait 500-600 collaborateurs à un groupe de 3000 collaborateurs qui va faire à peu près 400 millions de chiffre d'affaires cette année. La première résidence a ouvert en 2001, la 50e en 2015, la 100e en 2019, la 200e est prévue pour 2023. Donc vous voyez des trajectoires là aussi qui sont très exponentielles. Peut-être pas aussi fortes que celle de Paris 2024, mais on est quand même sur un rythme très soutenu. Et donc des projets de transformation avec deux volets. Un premier volet sur l'optimisation de notre structure de financement pour accompagner ce développement. Donc on est passé là aussi d'un monde où on faisait beaucoup de financement bilatéral, beaucoup de financement affecté, à un monde où on est allé chercher des financements beaucoup plus structurés, beaucoup plus corporate entre guillemets, adaptés à la taille du groupe, avec un objectif évidemment de montant de dette à lever pour soutenir ce plan de développement à 5 ans. Donc on avait fixé un objectif à 120 millions, on a finalement réussi à lever 150 millions avec un mix de crédits structurés bancaires et une émission obligataire EuroPP de 50 millions. On a réussi à baisser de 30% à peu près le coût du financement dans le cadre de cette nouvelle opération qu'on a menée fin 2018 et début 2019, et à diversifier nos partenaires bancaires avec un pool d'environ 7-8 banques et 6 investisseurs institutionnels français sur la partie obligataire. Le deuxième volet de ce projet de transformation, c'est tout ce qui est la refonte finalement de notre communication financière. En 2018, on a évolué, le groupe a fait évoluer son actionnariat, puisqu'on est passé d'un actionnariat
majoritairement fondateur à un actionnariat Nexity majoritaire, donc Nexity société cotée. Et donc il a fallu passer en 6 mois d'une communication financière en norme française, 1 fois par an en conso, publié en avril, à des comptes en IFRS publiés au trimestre à J+10. Voilà. Et donc ça a demandé évidemment beaucoup de mobilisation, pas que des directions financières, de la direction financière, mais bien de tout le groupe. Puis il a fallu repenser tout le modèle de remontée d'informations, de modélisation et encore une fois de communication financière. Donc moi, ce que j'en retire de ce prix, beaucoup de fierté déjà, puisqu'on est en compagnie de gens et d'un jury totalement émérite. Donc voilà, beaucoup de fierté pour ces projets-là. C'est aussi une façon évidemment pour moi de faire connaître le groupe dans lequel je travaille et dans lequel je m'épanouis au quotidien. On est sur un métier jeune, on est sur un groupe jeune, un produit encore assez peu connu, et donc c'est aussi intéressant pour moi de faire partager ça avec vous ce soir. Merci Brice Fournet, directeur financier d'Egide. Et on termine le round avec Francis Saillard. Francis Saillard, vous êtes Head of Finance, on parle anglais puisque c'est Payfit, oui. Une start-up qui a défrayé la chronique avec des montants, des levées assez importants durant cette année. Je vous laisse la parole, vous avez 3 minutes. Bonsoir à tous déjà, et effectivement aujourd'hui je gère la finance chez Payfit. Payfit, si vous ne connaissez pas encore cette entreprise, a été créée en 2015. Premier chiffre euro de chiffre d'affaires en 2016. Depuis, on a ouvert 3 pays, à commencer par l'Espagne, puis l'Allemagne et le UK. Et en du coup 4 ans, on a levé la bagatelle de 90 millions d'euros en 3 tours, avec des investisseurs prestigieux, notamment Euraseo ou Axel, BPI aussi. Notre cœur de métier, c'est la gestion de la paye et des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que la boîte qu'on développe, on s'en sert en interne. Le produit que l'on développe, on s'en sert en interne. Et notre but, c'est de rendre vraiment les personnes qui utilisent notre produit heureuses. Comme un de nos autres buts, c'est de rendre les payfitters, donc les personnes qui travaillent chez Payfit, heureux. C'est pour ça que moi j'ai rejoint cette aventure-là en 2018 afin de créer le département finance. Il n'y avait personne au départ. Depuis 2018, du coup, à commencer par un petit audit de la situation, préparer la structure pour la levée de fonds de 70 millions qui a eu lieu en 2019, créer au fur et à mesure toutes les filiales qui ont été lancées depuis. J'ai commencé à structurer l'équipe et à mettre en place vraiment tous les outils financiers que l'on utilise aujourd'hui, qui passent vraiment de la remise en place de la comptabilité jusqu'à la mise en place d'un business plan, etc., etc., la gestion du cash et tout l'aspect légal, administratif qui va bien avec. C'est vraiment un exercice qui est complexe quand on est relativement jeune et qu'on veut aller aussi vite. On est soumis à des conditions qui sont plutôt particulières puisqu'on est dans des conditions d'hypercroissance, chose que je ne pensais pas vivre aussi jeune, et c'est la raison pour laquelle il est très très important de s'entourer très vite de très très bons collaborateurs. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai une équipe de 7 personnes qui m'entourent au quotidien, tous très jeunes. De toute façon chez Payfit on est relativement tous très jeunes puisque la moyenne d'âge est de 28 ans. Et pour autant, le niveau d'excellence parmi toutes les entreprises que j'ai côtoyées n'a jamais été aussi élevé que dans celle-ci. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, tout comme nos valeurs, à savoir passion, bienveillance, humilité et excellence. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi j'ai recruté mon équipe qui est là dans la salle, en partie en tout cas, merci les greffes, de façon à être accompagné au mieux. Et effectivement, si j'ai à en retirer quelque chose aujourd'hui, c'est que cette aventure, c'est non seulement quelque chose d'hyper challengeant tous les jours, mais c'est surtout une aventure humaine, avec des personnes exceptionnelles, et que l'on essaye de développer au jour le jour quand il s'agit de son équipe, et d'accompagner au mieux lorsqu'il s'agit des autres équipes. Parce qu'effectivement, ce rôle de business partner dont on a beaucoup parlé depuis le départ, c'est quelque chose qui est très présent et qui nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. Merci Francis. Les 3 minutes pile. Francis Saillard, donc, qui est venu, on l'a compris, avec son fan club. Alors, pour remettre les prix et nous présenter déjà son feedback, je vous demande d'accueillir Jérôme Froment-Curtil, c'est le directeur général de Workday, à monter sur scène. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, Jérôme, on a eu les 3 pitchs, hein, c'était évidemment rapide, on a eu un petit peu plus lors des auditions. Que pensez-vous de ce cru 2019 ? Je pense qu'on a effectivement juste un petit aperçu ce soir effectivement d'un cru qui est tout à fait remarquable, avec des entrepreneurs qui sont vraiment en train de prendre leur rôle de directeur financier à cœur et qui impactent le destin de leur entreprise avec beaucoup d'impact, des impacts qui sont extrêmement visibles. Très bien. Je pense que effectivement, par rapport à ce que l'on a vu ce soir, donc il y a un petit aperçu, il y a 3 thématiques, nous qui, avec le recul de Workday, qui a un ADN tout à fait particulier, il y a 3 thématiques qui ressortent vraiment. C'est qu'on a des projets qui sont bien évidemment très ambitieux, portés sur des profils de croissance et même d'hypercroissance extrêmement ambitieux, ce qui implique effectivement beaucoup de transformation. Je pense qu'ils ont tous su incarner, chacun d'entre eux à leur façon, que le monde effectivement des directeurs financiers qui étaient dans des fonctions support est vraiment révolu. On est vraiment dans une logique où on a des logiques de business partnering très forts et effectivement une collaboration très forte dans les prises de décision de l'entreprise. Et enfin, je pense que je soulèverai tout à fait l'aspect humain et les synergies que nos 3 candidats ont su créer bien évidemment autour de leurs équipes, mais bien au-delà, au sein de leur société, pour effectivement délivrer sur leur projet ambitieux. Alors il est temps de savoir maintenant qui est le lauréat. Je vais demander à l'ensemble de la table de me rejoindre, et Jérôme, si vous pouvez aller chercher le trophée et l'enveloppe du gagnant. On va savoir ça dans quelques secondes. Et c'est Nicolas qui a la lourde tâche de décacheter l'enveloppe. J'en ai rêvé pour les Oscars. Pas encore, c'est bien. Entraînez-vous. Le vainqueur, il a fallu en choisir un parmi les 3, donc Francis Saillard. Francis Saillard, Payfit. Bravo. Merci beaucoup. Finalement, on est à l'exercice le plus dur pitché devant tout le monde. Pour autant, merci beaucoup parce que ce prix, c'est vraiment un prix qui est très intéressant, tant pour Payfit que pour mon équipe, que pour moi. Une vraie belle récompense de ce qui a été accompli, pas non seulement des résultats, mais vraiment de l'aspect humain qu'il y a derrière énormément. Du coup, un grand merci aux personnes qui ont participé au jury, aux personnes qui ont voté dans le public aussi, à tous les organisateurs parce que c'est quand même une très très grosse coordination, donc merci à vous. Et surtout, ça rend fier pour tout le monde et on espère qu'on va pouvoir booster notre image en termes de recrutement grâce à vous, donc merci beaucoup. Merci et bravo. Et bravo évidemment aux 2 candidats malchanceux, mais ils sont tous de très grands talents. On passe à la suite à notre trophée du directeur financier et pour introduire justement ce prix que vous attendez tous, je vous demande d'accueillir le lauréat de 2018, Louis Guyot, le directeur administratif et financier de Elis. Bonjour Louis. Alors c'est vrai que je ne sais pas si on était sur la même scène, je pense pas, mais il y a un an tout juste, c'était vous qui étiez peut-être dans vos petits souliers avant l'annonce. Qu'est-ce que ça a changé justement pour vous ce prix ? On a vu, Francis vient de dire, c'est une grande fierté, et au-delà pour les équipes, est-ce que ça change quelque chose dans la vie de tous les jours ? Oui, c'est pour les équipes que c'est une belle récompense parce que on le sait, on a des équipes qui se dévouent, qui ont beaucoup de talent, qui travaillent énormément, et donc faut bien que quelqu'un monte sur scène, mais finalement c'est toute l'équipe qui reçoit ce prix, et donc c'est beaucoup de fierté. Ça prouve le travail accompli, et puis ça les projette dans l'avenir, donc ils étaient plein de boost toute cette année. Voilà, vous avez participé évidemment aux auditions. On va avoir un mini pitch là aussi des plans de transformation avec nos trois candidats. Quelle était votre impression, alors sans rien révéler évidemment, comment ça s'est passé quand on est de l'autre côté, et puis maintenant vous êtes invité du coup pour toutes les prochaines éditions.
D'abord, beaucoup d'humilité, parce que quand on voit la QV 2019, c'est très 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 impressionnant, hein. Vous allez voir les profils, on est sur le tout haut de la pyramide. Et puis, non, ce qui était impressionnant, c'est de voir à quel point, effectivement, c'est des business partners qui portent le projet de leur entreprise. Vous allez voir 3 projets de transformation profonde, avec des problématiques finalement, bon, c'est pas les mêmes business, mais qui se ressemblent un peu. Et le directeur financier, il est au cœur de cette transformation, quoi. Voilà, et bien écoutez, il est temps justement de les accueillir. Alors pas tous les 3, on va faire ça en séquentiel. Merci beaucoup Louis. Je vous demande donc d'accueillir, eh bien là aussi on va faire dans l'ordre alphabétique, et c'est donc Patrick Bataillard, notre premier candidat directeur financier d'Edenred, que je vous demande d'accueillir. Voilà, Edenred. Alors là aussi, évidemment, je vous ai dit, on ne va pas reputcher pendant 45 minutes. Juste une courte présentation. Edenred, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, leader des solutions, leader mondial des solutions de paiement, plateforme d'intermédiation, 830 000 entreprises à ce jour, peut-être un peu plus, 47 millions de salariés et 1,5 million de commerçants partenaires dans 46 pays. Volume d'affaires 28 milliards d'euros, le chiffre d'affaires près de 1,4 milliard l'année dernière, 9000 collaborateurs, mais surtout eh bien, un projet d'envergure, puisque vous avez opéré, Patrick Bataillard, un plan de transformation de cette entreprise, puisque vous êtes rentré il y a quelques années, et voilà votre challenge ce soir, en quelques minutes, nous expliquer comment vous avez trouvé l'entreprise, comment elle était, et qu'est-ce que vous en avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, un petit mot pour Kevin. Moi aussi, effectivement, j'ai un nom qui commence par BA, donc je suis habitué à passer au tableau en premier depuis longtemps. Effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre Edenred, cette belle entreprise, en 2015, à un moment où il y avait pas mal de changements dans l'équipe de direction. Le PDG, Bertrand Dumazy, est arrivé quelques jours avant moi-même, en fait. Et en fait, l'intérêt de ce mouvement à l'époque, c'est qu'on a rejoint une entreprise qui avait de formidables atouts, à commencer par des équipes qui sont vraiment formidables, en fait. Une organisation très décentralisée, ce que moi j'aime beaucoup personnellement. Ça nous rend manœuvrants et ça nous rend multiculturels, ce qui a beaucoup de valeur. Mais une entreprise qui avait pas mal de doutes, parce qu'effectivement, c'est un champion mondial d'une activité de niche, les employés benefits, plus connus en particulier autour de notre produit ticket restaurant. Je respecte beaucoup le produit de notre charmant concurrent qui est ici, Sodexo. Mais c'est une entreprise qui avait beaucoup de doutes parce qu'elle n'était pas sûre que le mouvement digital, la révolution digitale n'avait que du bon pour elle, en fait. Et donc fondamentalement, le projet de transformation qu'on a construit, c'est un projet qui consiste à affirmer le rôle d'Edenred sur le marché comme le compagnon de tous les jours du monde du travail pour faciliter la vie des employés au travail autour d'employés benefits, autour de produits de fleet and mobility. Et le digital a été une vraie opportunité qu'on a mis en musique pendant ces 3 ans, ces 3 dernières années. Est-ce que je peux citer votre devise professionnelle, ou vous pouvez la citer, qui entraîne effectivement pas mal de vos collaborateurs? Vous dites « tout ce qui se mesure s'améliore ». Bon, effectivement, les plus éduqués d'entre vous auront bien reconnu que ce n'est pas de moi tout à fait. Mais vous avez fait la vôtre. C'est assez facile à mettre en musique quand on est directeur financier et même quand on fait autre chose que de la finance. Hein. On a beaucoup parlé pendant ces 2 jours de développement durable. Moi, j'ai aussi cette conviction-là, tout ce qui se mesure s'améliore, à propos de critères extra-financiers. J'ai la conviction qu'en se fixant des objectifs, en les mesurant, c'est comme ça qu'on progresse, effectivement. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement votre stratégie RSE qui s'axe autour de 3 piliers. People, Planet, Progress, c'est assez conservateur, mais en fait l'intérêt de ces thématiques, c'est que tout le monde s'y retrouve en fait, et en particulier, je suis très sensible, comme beaucoup d'entre nous, au fait qu'un des enjeux de notre métier, c'est d'attirer de nouveaux talents. Je pense que pour les jeunes collaborateurs en particulier, mais pour tous en général, exprimer simplement, ça présente beaucoup plus de sens de travailler dans une entreprise qui a du sens et qui l'exprime qu'une entreprise qui en a moins en fait. Donc People, Planet, Progress, ça se décline en fait dans beaucoup de domaines. C'est pas quelque chose qui chez Edenred est décidé par quelques instruits au niveau du siège qui rendent des reportings obligatoires. C'est quelque chose qui se vit dans beaucoup de domaines.
On a la chance de toute façon d'avoir une belle mission dans la société, puisque fondamentalement, le titre restaurant, dans notre marque phare et Ticket Restaurant, ça a été inventé pour cela en 1963 en France, il faut le souligner. Ça sert à ce que les employés au travail s'alimentent correctement. Alors, ça paraît un peu désuet aujourd'hui en France en 2019, fort heureusement, mais ça l'est pas dans beaucoup de pays du monde en fait. Vous avez conduit donc ce plan de transformation dès 2017, notamment pour la fonction finance, un plan de transformation donné FIT pour Financial Transformation. Comment ça s'est articulé ce plan? Quels ont été les grands axes? Alors effectivement, il y a beaucoup d'actions dans lesquelles la direction financière s'est engagée au service de la société, comme support de nos ambitions stratégiques. Un des aspects parmi d'autres, c'était effectivement ce plan qui s'appelle Financial Transformation, qui avait pour vocation assez simplement à faire de telle sorte qu'on ne fasse pas que du reporting, mais qu'on fasse aussi de l'accompagnement, du contrôle de gestion. Moi j'aime beaucoup ce mot en fait, il est très français malheureusement, il est mal traduit en général en anglais, mais c'est ça fondamentalement. Alors on parlait beaucoup tout à l'heure de business partnership. Pour moi, c'est ça le contrôle de gestion fondamentalement, ou la performance. Ça consiste à essayer d'automatiser au maximum la production des chiffres. Ça consiste à faire de telle sorte que, là aussi pour parler de choses concrètes, le compte de résultats de la société parle en fait et rende les benchmarks possibles à l'intérieur du groupe en fait. Et puis ça consiste surtout à faire de telle sorte que les contrôleurs de gestion, les contrôleurs financiers soient réellement en fait les bras droits des patrons opérationnels et les conseils pour une amélioration continue de la performance, ce que nos résultats des dernières années confirment plutôt de mon point de vue. Vous parliez justement de l'état d'esprit non seulement des collaborateurs qui ne se voyaient pas forcément comme une boîte tech, ou en tout cas qui avaient peur de cette menace de transformation digitale. Est-ce que le regard a également changé de la part des analystes, de ceux qui suivent effectivement l'activité du groupe ? Oui, clairement, ça aussi c'est une belle fierté, d'autant plus que c'est vraiment une fierté collective. Moi, ça fait de nombreuses années maintenant que j'ai la chance de faire de la communication financière, qui est un côté sympa, je trouve, de la profession de directeur financier d'une société cotée. C'est plus facile quand on ne fait pas que raconter des histoires, mais qu'on a effectivement le sentiment d'avoir 9000 collaborateurs avec soi qui, au quotidien, transforment la société. Donc, de facto, effectivement, je crois que nous avons réussi à ancrer Edenred dans un monde de paytech, de fintech, ce qui accessoirement n'est pas désagréable au niveau des multiples appliqués et ce qui a permis grosso modo la valorisation de l'entreprise en bourse d'être à peu près multipliée par 3 en fait ces 4 dernières années. Là aussi, en nous amenant grâce au digital à extrapoler le futur de façon sereine et à mesurer précisément des zones, des ambitions de chiffre d'affaires et de rentabilité supplémentaires. Et puis surtout, sur ces premières années, à démontrer qu'on s'engouffrait dans cette voie-là. Ça n'était pas que du discours, en fait. Les analystes et les investisseurs nous ont plutôt suivis, en effet. Voilà, avec des multiples qui sont désormais appréciés. La suite, Patrick Bataillard, en quelques secondes, quels sont les grands projets pour 2020? Est-ce qu'il y a un nouveau plan de transformation qui est en cours? Quand on prend goût au business plan à 3 ans, on continue. Oui, là aussi, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc je pense que c'est une bonne gymnastique, en fait, bien pratiquée dans la société. Là, pour le coup, je vais citer une maxime de notre président, Bertrand Dumazy, qui consiste à dire que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Je suis très d'accord, en fait, avec ça. Donc voilà, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. On a la chance chez Edenred de travailler sur beaucoup de marchés en fait qui sont généralement assez sous-attaqués et donc on a beaucoup d'ambitions et les moyens de nos ambitions, je crois. Merci Patrick Bataillard, le directeur général de finance d'Edenred. Merci, à tout à l'heure. Notre deuxième candidat est une candidate. On n'a pas été très galant, mais on a suivi, vous l'avez compris, l'ordre alphabétique. Je vous demande d'accueillir Judith Hartmann, directrice générale adjointe en charge des finances, de la RSE et de la supervision des entités cotées. Bonjour Judith, bienvenue. Bonjour. Alors là aussi, même exercice, on a à peu près 6-7 minutes, pas évident puisque vous avez été auditionné pendant 45 minutes pour... C'est compliqué déjà, même moi qui essaie de faire le résumé d'Engie, 61 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 160 000 employés, 200 filiales opérationnelles dans 70 pays. La division finance dont vous vous occupez, si on se penche celle-ci, même si vous avez 2 attributions, ça fait combien de personnes ?
C'est 4500 personnes. 4500 personnes et une entreprise qui développe donc ses offres en s'appuyant sur 4 tendances de fond, hein, puisque vous êtes le champion de la transition énergétique décarbonée. Donc décarbonisation, décentralisation, digitalisation et diversité. Pour démarrer, juste quel est votre challenge, votre principal challenge quand vous arrivez justement dans vos fonctions en tant que directrice financière d'Engie? Donc, quand je suis arrivée chez Engie, c'était une entreprise en fait qui avait connu, après des décennies de succès, quelques années compliquées quand même. 2015 était une année où, juste les années d'avant, une décroissance assez forte. 2014, moins 14% en fait. Et donc, on était dans une situation où il fallait vraiment réfléchir comment maintenant donner une nouvelle vie, en fait, un nouveau futur et vraiment définir quelles sont les activités sur lesquelles il fallait se concentrer et quels étaient par contre ceux qui étaient vraiment en très très forte décroissance. Donc c'était vraiment un travail de fond et souvent quand j'entends parler dans les entreprises de transformation, parce que beaucoup de gens quand même utilisent cette expression, c'est vrai quand vous avez perdu à peu près un tiers de votre profitabilité en 3 ans, c'est une vraie transformation qui est nécessaire et on est embarqué là-dessus en fait. Donc on a choisi nos 3 métiers que vous voyez d'ailleurs derrière moi, qui sont la génération d'électricité de plus en plus décarbonée, oui. Les renouvelables, bien évidemment, notamment, l'efficacité énergétique, parce que c'est aussi ça le futur de l'énergie, de définir comment en fait réduire l'empreinte de CO2 pour nos clients. Et après aussi tout ce qui est en fait le transport d'énergie, notamment dans le gaz, qui est un complément parfait par rapport aux renouvelables, qui eux ils sont très intermittents. Ouais. Donc on avait défini nos 3 métiers. Tous, vous avez dit des tendances de fond derrière, de positif. Nous sommes leaders d'ailleurs dans les 3 à l'échelle mondiale, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on sorte de certaines activités. Ouais, alors là, pour le coup, la transformation, du coup, n'était pas à galvauder, c'est-à-dire vous avez cédé des actifs pour en racheter de nouveaux, vous avez complètement transformé le profil du groupe, une idée des montants, là aussi, qui ont été échangés, on va dire. Donc 15 milliards de cessions en 3 ans, donc c'était vraiment très, très significatif. Des projets, des dizaines de projets à tout moment en même temps. Et puis, bien évidemment, il y avait la question du réemploi. Où est-ce qu'on allait investir? Dans les métiers dont j'ai parlé. Trouver les bons projets. Là, pareil, trouver le financement. Je regarde je vois quelques financiers de l'équipe qui sont dans l'audience aujourd'hui et qui ont donc dû travailler sur à peu près une vingtaine de milliards d'investissements pendant cette même période. On le dit facilement, mais le travail derrière, bien évidemment, est remarquable, y compris ça touche toutes les filières de la finance. Bien sûr, la trésorerie, le M&A, la fiscalité, les services partagés, la trésorerie, tout ça, c'est très impliqué et donc un très très grand succès. Et beaucoup de travail qui était fait par les équipes. Ouais, on parle aussi de culture de la performance durable à travers 2 plans de performance, Lean 2018 et Lean 2021. Il fallait aussi montrer le cap par rapport à vos équipes et par rapport à l'ensemble de la fonction finance. Comment vous avez réalisé ça? Alors, notre plan de performance, pour moi, c'était toujours beaucoup plus que juste un projet de réduction de coûts. Parce que quand vous avez une transformation de cette ampleur, par définition, vous avez des coûts à des endroits où c'est plus stratégique et vous avez par contre des investissements très importants qui sont nécessaires à d'autres endroits du portefeuille. Donc ce plan nous a vraiment permis d'introduire plus d'agilité en fait dans notre façon de gérer l'entreprise, de réaligner les structures là où on voulait voir la croissance et c'était vraiment un accélérateur dans cette transformation, bien évidemment avec une composante de digital très très importante et donc ça nous a vraiment permis en fait d'accélérer
cette transformation très importante pour Est-ce que vous avez participé également au changement de culture? Parce que quand on cède comme ça tant d'activités et puis on en rachète d'autres, comment on arrive à recréer une culture en si peu de temps? Alors, une culture de performance qu'il fallait renforcer, ça c'est clair. Donc, on l'a fait avec beaucoup de leviers qu'on a utilisés, notamment aussi les échanges avec les business units, les différentes façons en fait, d'échanger, de définir quel KPI, parce qu'on avait justement les plusieurs métiers et où je gérais pas, par exemple, une activité de production d'électricité en Europe de la même façon qu'au Brésil, par exemple. Et donc, vraiment de définir comment impacter et comment tirer le mieux en fait, de cette belle entreprise. Une chose qui était très importante aussi, et c'était un très grand plaisir de travailler sur ça, et on le fait tous les ans, c'est les Finance Awards. Parce que pour moi, c'était très important de donner en fait, de la visibilité à tout ce qui se passe dans les équipes de finance dans les 4 coins du monde. Là, juste, il nous reste quelques secondes. C'est sur l'innovation donc financière. C'est les NG Finance Awards. Donc, ça récompense en fait quoi les meilleurs dans leur fonction ou ceux qui ont eu peut-être un impact plus significatif. Donc, effectivement, ça récompense ceux qui ont vraiment démontré qu'ils ont eu un impact sur l'entreprise. Donc, innovation dans les processus financiers, mais aussi dans le digital. On a donc on fait ces awards tous les ans. On est plus que 50 projets qui ont postulé l'année dernière. On a après pareil un jury et on nomme en fait les projets. Et ce qui est très motivant parce qu'on voit, encore une fois, il y a tellement de travail qui se passe tous les jours et on n'a pas forcément, on le voit, c'est bien de donner cette visibilité, c'est aussi une façon en fait de mettre en avant les sujets innovants autour du digital, par exemple dans le transactionnel, autour de vraiment les métiers très techniques qui font partie de la finance aussi. Typiquement, c'est un tiers. Et après, un tiers aussi sur la performance. Comment vraiment nous assurer qu'on peut encore aller plus loin, avoir plus de croissance, se focaliser en fait sur la création de valeur et de trouver ces projets-là que bien évidemment après on fait les vidéos, on partage les meilleures pratiques avec les financiers du monde. Dans tout le groupe. Et donc ça c'est très sympa et très très motivant pour les équipes. Et voilà, merci Judith Hartmann, donc directrice générale adjointe en charge des finances, RSE et supervision des entités cotées. Effectivement, l'innovation n'est pas réservée qu'aux métiers marketing ou pour les geeks, ça peut être aussi par la finance. Je vous demande d'accueillir notre dernier candidat de la soirée, c'est Marc Rolland, directeur financier du groupe Sodexo. Bonsoir Fabrice. Alors, Sodexo, là aussi, quelques mots, quelques informations sur l'entreprise pour resituer 20 milliards 4 d'euros de chiffre d'affaires, 460 000 collaborateurs dans 72 pays, 600 filiales, 30 000 sites où travaille du personnel Sodexo. Marc, première question, là aussi, la direction financière, ça fait combien de personnes? Alors oui, effectivement, chez Sodexo, nous sommes un peu moins que chez Engie, nous sommes 3 000. Et donc 3 000 sur 460 000, effectivement. Déjà, je voulais vous remercier tous d'être là ce soir et d'être venus nous écouter. Moi, le projet que j'ai choisi de présenter au jury, c'était le projet de transformation de notre fonction finance, donc de ces 3 000 personnes. Quand j'ai pris mes fonctions en 2015, moi j'étais dans le groupe depuis déjà longtemps, en 1997, je suis arrivé en 2015, j'arrivais de l'étranger. Et le groupe était en train de se transformer d'un modèle géographique historique, 50 ans d'histoire en géographie très autonome, très décentralisée. Vous pouvez imaginer des comités de direction responsables de tout, de leur système d'information, de leurs ERP, de leurs processus. Et nous nous sommes transformés en un modèle matriciel avec des grands segments globaux de clientèle. Donc il fallait monter des comptes d'exploitation et des cash flows globaux, donc sur à l'époque 80 pays, supportés par des régions qui auparavant étaient les régions en charge du business. Donc elles se sont retrouvées en support de ces grands segments globaux de clientèle. Et puis les fonctions. Donc la fonction finance est devenue transversale, intégrée, alors que nous étions 80 équipes réparties aux 4 coins du monde.
Et donc effectivement, travailler cette transformation, arriver à produire ce référentiel de performance, puisque nous sommes là, comme disait Patrick tout à l'heure, de contrôle de gestion, on est là pour fournir des chiffres, on est là pour fournir de l'analyse et aider le pilotage de l'entreprise. Et cette entreprise, en grand segment de clientèle, elle n'était pas équipée pour faire ça. Et donc nous avons choisi au départ de travailler à l'énergie, à l'huile de coude, mais en même temps l'équipe s'est retrouvée en se disant il nous faut un projet de transformation. Et cette transformation, nous l'avons construite sur la base d'un projet, d'une équipe, d'une quinzaine de personnes qui se sont réunies pendant presque un an pour poser les constats et pour aussi définir une roadmap pour l'ensemble du groupe. Alors cette roadmap nous a amené à faire des choix très structurants. Le premier, c'est que nous avons déjà réduit le scope. Nous étions dans 80 pays et nous nous sommes dit que nous ne pouvions commencer à travailler que sur une vingtaine de pays européens. Donc déjà, commencer par réduire sur l'Europe. Nous avons fondamentalement aussi décidé de revoir tous les process. Effectivement, dans une activité transactionnelle, chaque pays avait développé des process. Ils n'étaient pas fondamentalement très très différents les uns des autres, mais nous avons décidé de tout remapper et de choisir le meilleur d'entre eux. Et aujourd'hui, nous avons 150 process documentés et actifs. Nous avons aussi, et ça a été un moment difficile, choisi d'éliminer toutes les particularités locales non justifiées. Dieu qu'il y en avait, après 50 ans de pratique, vous pouvez imaginer que chacun avait sa façon de faire. Par exemple, nos États-Unis travaillaient sur des cycles hebdomadaires, et donc pour eux, une période, c'était 4 semaines, c'était pas un mois. Pareil sur les produits achats ou sur la comptabilisation du chiffre d'affaires. Donc nous avons éliminé toutes ces disparités. Et puis, à un moment très structurant aussi, ça a été le choix d'un modèle applicatif complet, avec SAP au centre, mais une suite d'applications digitales ou SaaS très modernes. Donc nous avons choisi par exemple des outils comme SiteTrade pour le recouvrement, Kyriba pour gérer la trésorerie, TradeShift pour les paiements fournisseurs, Best pour les réconciliations, Blackline pour le processus de clôture. Et ces choix ont été collaboratifs. Ils n'ont pas été faits par moi ou par l'équipe IT, ils ont été faits par une équipe projet qui a choisi, qui a pesé, qui a mesuré, qui a consulté. Et aujourd'hui, ces choix s'imposent à tous naturellement, puisqu'ils ont été faits par les équipes. Et aujourd'hui, nous ne déployons rien d'autre que ces applications et ce core SAP que nous avons choisi ensemble. Nous avons aussi travaillé sur la mise en place d'un centre de trésorerie. Nous perdions beaucoup de temps dans la gestion du cash, dans le suivi des paiements. Nous n'étions pas efficaces, ça nous coûtait trop cher. Donc nous avons monté un centre de trésorerie qui est vite devenu une payment factory. Nous payons tout de ce centre de trésorerie. Ça marche aujourd'hui pour l'Europe, nous sommes en train de l'étendre au monde entier. Et enfin, en fin du fin, il a fallu construire et appuyer toute cette organisation sur 4 centres de services partagés. Donc nous avions un centre de services partagés très puissant aux États-Unis, c'est 45% de notre chiffre d'affaires. Un deuxième en France, deuxième pays aussi historiquement très fort. Pour des raisons sociales, nous avons choisi de rester en France, c'est important pour nous. Mais pour le reste du monde, nous avons consulté et nous avons donc monté un centre de services partagés au Portugal pour le reste de l'Europe qui va être étendu à l'Amérique latine. Et nous avons choisi de construire autour de notre filiale indienne un centre de services partagés pour le Pacifique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Voilà. Et aujourd'hui, en plus de tout ça, et bien évidemment, nous vivons dans un monde qui bouge et il a fallu accélérer les délais de clôture. Les équipes ont refondu aussi le processus de consolidation. Ça a été une période absolument géniale et particulièrement active de travail avec les équipes. Justement, une petite question sur ces équipes. Souvent, quand on change comme ça de modèle et à travers différentes, là aussi, cultures et nationalités, est-ce qu'il y a eu des résistances au changement auxquelles vous avez fait face et comment vous les avez gérées ? Bah oui, moi je suis dans le groupe depuis 1997, donc en 2015 j'avais 18 ans dans le modèle historique. La plupart de mes collaborateurs de l'équipe venaient aussi historiquement et avaient été éduqués dans ce modèle. Par contre, nous vivions cette contrainte de production des comptes dans la matrice qui nous posait effectivement beaucoup de problèmes et on s'est retrouvés autour de cette contrainte solidaire. Il fallait trouver une solution et notre transformation, on l'a vécue comme une solution et pas comme une contrainte supplémentaire. Et donc, on a aussi laissé du temps à cette équipe pour définir le projet. Nous n'étions pas dans l'urgence, même si effectivement c'était difficile au quotidien. Nous avons vraiment laissé le temps à cette équipe pour consulter et pour construire un projet durable autour des équipes. Et c'est ça qui a aujourd'hui fait le succès de notre transformation. Voilà, et tout ça en respectant le bien-être aussi des gens, puisque la RSE, c'est pas un vain mot chez Sodexo.
ça fait partie de notre ADN, notre fondateur l'a voulu ainsi. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de RSE, nous parlons de nos valeurs, de ce qu'on fait depuis toujours, et c'est effectivement au cœur de tout ce que nous faisons. Merci Marc. Marc Rolland, directeur financier du groupe Sodexo. Voilà, je pense que vous mesurez un petit peu plus maintenant, pour ceux qui n'étaient pas dans les délibérations, la difficulté du choix, parce qu'on a 3 excellents candidats, évidemment. On va avoir la réponse dans quelques instants. Je voudrais juste, auparavant, qu'on fasse un point sur les enjeux, justement, de votre fonction, les enjeux de la direction financière pour 2020. C'est tout de suite avec Maryse Lecutier que je vous demande d'accueillir. Le micro est là. Maryse Lecutier, bonjour. Vous êtes bonsoir, associé consulting France CPWC, responsable des activités de conseil. Donc généralement, vous m'avez dit, vous êtes plutôt en face à face sur des tables rondes, pas forcément face à l'ensemble de ce panel. Pour autant, vous venez avec des choses très intéressantes à nous dire, puisque vous venez de sortir votre étude annuelle sur les enjeux de cette fonction pour 2020. Exactement, nous avons mené une enquête et nous menons cette enquête tous les ans maintenant, depuis 8 ans, conjointement avec la DFCG, pour sonder le cœur des directions financières. Et cette année, nous avons mené cette enquête autour du thème « Concilier sens et complexité ». Comment la digitalisation en marche et les disruptions fortes qu'elle porte impactent les directions financières sur le pilotage de la performance, sur la gestion des talents, sur le pilotage des processus, comment les moyens mis en œuvre par les directions financières peuvent impacter les nouveaux business models et comment elles les challenge. 2020 peut être une année plus fragile, plus incertaine, et face à ce défi, face à ce contexte, comment les directions financières vont se maintenir, quelles sont la gestion du cash, la gestion des risques, enfin tous ces sujets, c'est ce qui a nourri notre enquête cette année, qui a été très riche et très dense. Un petit point justement sur la méthodologie de l'enquête, qui ont été les sondés ? Alors c'est une enquête que nous avons menée sur un panel homogène d'entreprises, à peu près 40% de grands groupes, 40% de TI et un peu moins de 20% de PME, qui rassemble l'ensemble des activités. Elle s'est menée en 3 temps. D'abord, un questionnaire en ligne auquel vous avez été cette année plus de 300 à y répondre. Ça nous permet de collecter des données chiffrées. Ensuite, nous avons mené plus de 80 interviews en face à face avec des leaders de la finance. Et là, ça nous permet d'avoir des témoignages concrets, des expériences et des retours de projets à succès. Et puis ensuite, on a animé une table ronde avec un panel aussi de directeurs financiers. Et là, ça nous a permis de confronter cette analyse. Et donc voilà, beaucoup de travail, un investissement important et qui nous a permis de prendre du recul, de poser les bonnes questions et de voir les évolutions de cette année et de l'année précédente. Ouais, alors justement, le changement a été dans le classement. Quels sont, allez, on ne va pas tous les citer, mais les 3 principaux enjeux pour cette année 2020 ? Alors, on a noté 3 enjeux principaux. Le premier, c'est le pilotage de la performance. Vous l'avez classé cette année encore numéro 1, et ça a été plébiscité une nouvelle fois par plus de 75% des répondants. C'est un défi qui est permanent pour les directions financières. Toujours plus de rapidité, d'agilité, c'est vraiment le cœur du métier de la direction financière, et vous l'avez encore noté cette année. Vous avez de plus en plus un accès facilité à la data, beaucoup plus important, et la complexité pour les directions financières actuellement, c'est de pouvoir collecter cette data, la mettre en qualité, savoir la faire parler, savoir en tirer le maximum de bénéfices pour les opérationnels, pour les métiers. Et ça, c'est vraiment la complexité. C'est ce qui en fait la priorité absolue de cette année, mais encore pendant plusieurs années. Deuxième item. Alors, deuxième grand enseignement pour cette année, c'est la gestion du cash. Et vous l'avez mis cette année en priorité 2 pour plus de 50% des répondants. Alors c'est une année peut-être un peu plus fragile. On voit qu'on est dans un contexte un peu plus incertain, financier, économique, monétaire, avec des tensions géopolitiques. On le voit avec les relations États-Unis-Chine, le Brexit en Europe.
On voit aussi une baisse, un ralentissement de la croissance sur l'économie chinoise, peut-être aussi des tensions à venir sur les liquidités. Bref, une année 2020 plus incertaine. Et les directeurs financiers, vous avez bien compris ce sujet et vous voulez garder un œil attentif au financement, à la gestion du cash l'année prochaine. Mais plus globalement, c'est devenu un enjeu important, c'est devenu incontournable, cette gestion du cash au sein des entreprises. Et ça aussi, vous nous l'avez remonté dans cette enquête cette année. Et enfin, troisième enjeu, et je crois qu'il rentre en tout cas dans le top 3 par rapport à l'année dernière. Effectivement, le dernier enjeu qui suit de près le deuxième, c'est la gestion et talent, qui a été publicité aussi pour 50% des répondants, et ça rentre dans le top 3 des priorités des directions financières. Alors, depuis plusieurs éditions de cette enquête, vous le positionnez toujours en dernière position, mais dans une perspective, y remonter dans les classements. Cette année, on y est. C'est un défi, et vous nous l'avez souvent dit dans les interviews, c'est un défi qui est inédit par sa complexité. Plus de 2/3 des directions financières nous ont avoué avoir des difficultés à trouver des compétences en adéquation avec leurs besoins. Des compétences qui soient capables de dialoguer avec les nouvelles technologies. Des compétences qui soient capables d'intégrer la flexibilité, de l'agilité, de la rapidité, accélérer le développement. Des compétences qui soient capables aussi de travailler de façon transversale, en mode projet, sur de la transformation. Et ça, c'est vraiment le défi. Et face à ça, vous avez 2 impératifs. Le premier, c'est de recruter, attirer de nouveaux talents. Et là, vous nous l'avez dit, on en a parlé tout à l'heure, c'est un enjeu, au-delà des enjeux financiers, c'est comment attirer ces talents, quels sont les moyens complémentaires mis à disposition. Donc souvent, ça passe par la création de nouveaux espaces collaboratifs, ça passe par un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ça peut passer par un sens donné au travail, sur les valeurs qui sont portées par l'entreprise, et on a régulièrement parlé de ces sujets au cours de ces 2 derniers jours. Le deuxième enjeu et le deuxième impératif sur ce sujet, c'est former les compétences en interne, puisqu'on a aussi une pénurie des compétences sur le marché. Donc ça va passer par cette formation sur 2 sujets principaux, les soft skills, et je ne vais pas revenir dessus parce que Samuel tout à l'heure l'a très bien exprimé. Donc les soft skills, et le deuxième sujet, c'est le développement de compétences techniques. Voilà pour les 3 enjeux, grands donc performance, enjeux. gestion du cash et gestion des talents. Merci Maryse pour cet exposé. Et puis rendez-vous l'année prochaine, évidemment, il y aura d'autres enjeux. Merci. À très bientôt. Voilà pour ces priorités 2020 du directeur financier. Je pense que ça cadre à peu près avec ce que vous aviez en tête pour cette nouvelle année. C'est l'heure maintenant de connaître le lauréat. Et pour cela, j'invite déjà nos 3 candidats à revenir sur scène, ainsi que le président de la DFCG, Bruno Delègue, et monsieur le gouverneur, Jean-Claude Trichet. Au centre. Bruno, vous avez la lourde tâche d'aller chercher l'enveloppe qui est au coin, et c'est Jean-Claude Trichet qui va nous dire dans quelques instants qui est le vainqueur. Judith Hartmann. Bravo. Judith Hartmann, donc lauréate 2019. Bravo. Un petit mot. Oui, un très très grand merci à tout le monde, aux organisateurs bien évidemment, mais surtout aux équipes de la finance d'Engie, parce que cette récompense est pour vous, pour tout ce qu'on a pu faire ensemble sur les 5 dernières années, tout ce qu'on a fait pour cette entreprise, qu'elle a retrouvé sa croissance, qu'elle a retrouvé sa profitabilité. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer et s'assurer qu'elle vit encore plus de succès dans le futur. Merci et bravo Judith.
Alors, on a décidé de quelque chose, Président, hein, c'est que, vu la qualité des dossiers, les autres nominés ne vont pas repartir les mains vides. D'ailleurs, je demande à nos deux autres personnes, en tout cas membres du jury, pardon, Antoine Burel et Thomas Devedjian, de nous rejoindre justement pour donner ces deux autres prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, Bruno ? Alors, deux prix, en effet, qui mettent en valeur la qualité des candidats. Vous avez pu le voir à travers leur témoignage, à quel point ils ont mis en avant des projets structurants. Et alors, ce que je note pour les trois candidats, c'est l'importance de l'aventure humaine, comme je disais en introduction de ce trophée, extrêmement important. Je voudrais saluer Judith pour ce trophée qu'elle a mérité, parce qu'elle a su lier, comme les autres candidats, un projet technique, en même temps stratégique, mais en alliant l'inclusion de l'ensemble des équipes. Les réussites sont souvent le fruit d'un travail collectif, et je suis très heureux que Judith reçoive ce prix, parce que Judith est autrichienne, et donc nous sommes dans l'Europe, et tout à l'heure nous avons eu la chance de recevoir monsieur l'ambassadeur d'Autriche et son épouse, qui ont été obligés de repartir assez vite, mais en tout cas ils étaient présents en début de ce trophée, et je trouve que c'est un bon symbole par rapport à l'Europe. Voilà, donc je voulais les saluer. Et les deux autres candidats vont recevoir deux prix, un prix de la transformation et un prix de la croissance. Voilà, et je les félicite également pour avoir témoigné et être passé devant le jury. Merci. Allez, on continue, prix de la croissance, et c'est Thomas Devedjian qui va nous dire qui est le lauréat. Le lauréat est Patrick Bataillard. Bravo, Patrick Bataillard, donc prix spécial de la croissance, pour lui remettre son trophée. Écoutez, on est flattés, hein, tout simplement. C'est vrai que la croissance, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Et quand je dis nous, je pense à l'ensemble de l'entreprise, mais je pense y compris aux business partners, que sont tous les financiers de l'entreprise, en fait. Les comptes sont justes, les comptes sortent à temps. Bon, ça, c'est pas très original, mais le fait qu'on contribue aussi à redonner de la croissance, en fait, et à être perçu comme tel, c'est vraiment une très belle reconnaissance. Merci beaucoup. Bravo. Sans grande surprise, vous pouvez donner son prix. Suspense terrible, oui. Avancez-vous un petit peu, tiens, on va s'avancer. Bien, c'est Marc. Vous pouvez lui remettre son prix. Bravo à Marc Roland, donc prix spécial de la transformation de la fonction finance. Écoutez, effectivement, merci. Moi, je suis très touché. Comme c'est un travail d'équipe, et comme je vous dis, il y a 3000 financiers qui ont travaillé pour cette transformation. Je pense que c'est une belle reconnaissance du travail accompli. Et merci à eux, merci à vous, et merci à tous d'être venus ce soir. Merci et bravo. On va s'avancer juste pour faire la photo. Et un petit mot de conclusion, Jean-Claude Trichet. Écoutez, je dois dire que je suis bluffé, complètement bluffé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ici, dans toutes ces performances, un esprit d'équipe, un esprit européen, comme vous l'avez dit, bien, très bien, mais aussi un esprit mondial. Je veux dire, nous sommes dans le monde, dans le vrai monde, dans un monde qui est en effet très disruptif, et vous avez tous parlé de la disruption digitale, donc esprit d'équipe, sens, monde en transformation très profonde, et donc je me sens inspiré. En vous quittant, je vais être encore beaucoup plus optimiste qu'avant. Bon, on vous souhaite également d'être inspiré. Merci à vous. J'invite les autres candidats prix du jeune financier à nous rejoindre pour la photo. Les autres membres du jury, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis tous les autres, on se donne rendez-vous évidemment l'année prochaine, mais tout de suite au cocktail qui va suivre cette cérémonie. Un grand merci à tous. Bruno, un dernier mot ? Un dernier mot avant que nous nous quittions. Je voudrais du fond du cœur remercier l'équipe des permanents de la DFCG qui a permis ce très beau trophée et ce très beau financium qui était d'un excellent niveau. Et je voudrais vraiment que vous les applaudissiez chaleureusement parce qu'ils le méritent. Bravo, Président. Merci à tous.